Avant de réaliser cette vidéo, je pensais à peu près tout connaître de Mike Horn, mais au final, j'ai découvert un paquet d'anecdotes, dont certaines qui font vraiment froid dans le dos. Faut pas poursuivre des gens comme ça, les tuer. Comment vous avez accepté ça? C'est pas pour tuer des gens, mais pour empêcher des mauvais éléments de tuer des gens que j'aime. Ce que tu viens de voir, c'est Mike qui nous parle de son passé militaire au sein du bataillon 101, une mystérieuse escouade qui, d'après ce que j'ai pu lire, aurait commis des actes particulièrement atroces pendant l'apartheid. Et là, ce que tu te demandes peut-être, c'est comment est-ce qu'il s'y est pris pour passer de soldat d'un bataillon controversé à plus grand explorateur de la planète. Eh bien, c'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui. D'abord en levant le voile sur cette période sombre, mais aussi et surtout en retraçant ses aventures qui, je te promets, sont dignes de véritables films d'action. Ça pourrissait et tout ça, il y avait des infections. J'ai eu une balise Argos que je pouvais envoyer un message. J'ai mis numéro 16 en disant que je pense que je vais mourir. Tout d'un coup, 5 militaires qui cassent la porte, qui rentrent où j'ai dormi. Le type vient avec l'AK. Il a dit, toi tu es un espion. Je dis, j'espère que tu sais tirer, hein, parce que si tu me loupes, c'est toi qui es mort. Mais ces anecdotes, ce ne sont finalement que la face visible de l'iceberg, car derrière le grand aventurier se cache un père en proie aux doutes et aux remords d'une vie de famille sacrifiée. Tout d'un coup, quand je voyais qu'elle était près de sa mort, je disais, mais je peux pas vivre sans toi. Je préfère de mourir avec toi. Allez, on est parti pour l'aventure et je te conseille d'embarquer avec nous, car les quelques conseils de survie qu'on va voir ensemble pourraient bien te sauver la vie un jour. Et quand on est mordu par un serpent, il faut savoir que... Mais avant toute chose, je me dois de répondre à une question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Bah ouais, car même s'il fait toutes ses vidéos en français, son accent trahit une autre origine. Et ça, c'est parce qu'il nous vient de Johannesburg, en Afrique du Sud. Il y grandit dans les années 60, où son père, ancien rugbyman professionnel, lui transmet la passion du sport. À ce moment-là, il a deux grands rêves, parcourir le monde et participer aux Jeux Olympiques. Et honnêtement, c'était plutôt bien parti. Car d'après ce que j'ai pu lire, il a pratiqué de nombreux sports, comme le triathlon ou le rugby, dont certains à haut niveau. Sauf qu'en 74, son rêve olympique part en fumée quand l'Afrique du Sud est exclue des Nations Unies à cause de l'apartheid, son système de ségrégation qui vise à réduire la liberté des communautés noires. Alors Mike, lui, n'a que 8 ans et grandit dans une famille qui ne soutient pas ce mouvement. Mais dès sa majorité, il doit intégrer l'armée pour son service militaire. Il est alors contraint de prendre part à l'une des guerres les plus controversées de l'histoire de son pays, la Border War. Pour la faire courte, certains territoires, dont la Namibie, sont sous contrôle sud-africain mais réclament leur indépendance. Ce qui donnera lieu à des conflits armés ultra violents, impliquant notamment une escouade aux méthodes particulièrement sanglantes, le bataillon 101. Alors la guerre étant ce qu'elle est, on ne sait que très peu de choses au final sur le rôle qui aurait joué Mike Horn. Mais même s'il était jeune à ce moment-là, il n'a jamais fui ses responsabilités vis-à-vis de ça. À 16 ans, et comme pour tous les garçons en Afrique du Sud, j'ai commencé à passer les tests d'aptitude. À la fin de ta formation, tu partais sur les fronts. Si tu ne voulais pas, tu allais en prison. Notre mission principale était de localiser et capturer des combattants ennemis. Pour moi, la guerre, c'est pas un jeu. C'est complexe et parfois, ça dérape. Il y a des personnes qui vont au-delà des limites. Le bataillon 101 a été mis en cause de l'assassinat de l'activiste Emmanuel Chifidi Abantu. Moi et mon peloton, on n'a jamais participé à aucune de ces opérations. Honnêtement, moi, j'ai toujours mis en valeur la vie des autres et l'intégrité de mes valeurs. Tu t'en doutes, cette période elle est très difficile pour Mike, surtout qu'elle lui causera bien des problèmes des années plus tard. Mais ça, on en reparlera en temps voulu. Et le pire, c'est peut-être qu'il apprend en opération la disparition de sa plus grande source d'inspiration. Je suis alors rentré chez moi, retrouvé ma maman qui avait perdu mon papa une année plus tôt. J'ai eu une proposition des militaires de continuer. J'ai décidé de ne pas devenir soldat. J'ai vu et vécu assez de violence. Tous ces chamboulements le poussent à quitter son pays en 90 après la guerre. Il décide alors de démarrer une nouvelle vie dans un des rares pays acceptant encore les Sud-Africains, la Suisse. Alors clairement, il ne roule pas sur l'or, bien au contraire. Car au départ, il vagabonde un peu jusqu'à trouver un travail dans une auberge en échange du gîte et du couvert. Puis il va tranquillement se rapprocher de la nature en devenant moniteur de ski, de rafting et de canyoning. Et il va même faire la rencontre d'une jeune néo-zélandaise qui deviendra la femme de sa vie,
Cathy, avec qui il aura 2 filles, Annika et Jessica. Mike a alors 31 ans et semble avoir une vie de père de famille bien rangée. Mais si tu te rappelles bien, je t'ai dit qu'il avait 2 grands rêves. Alors pour les Jeux Olympiques, ça va peut-être être compliqué, mais le monde lui attend toujours d'être exploré. Il fait alors le pari insensé de tout plaquer et d'investir ses maigres économies pour lancer sa première grande expédition. Honnêtement, je pense que tout le monde a dû le prendre pour un fou tellement le risque est énorme. Et ouais, il a tout à perdre en laissant derrière lui femme et enfants pendant plusieurs mois pour se lancer dans un périple ultra dangereux. Et même vis-à-vis de lui-même, il pourrait tout simplement se rendre compte qu'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions, voire pire tellement cette aventure va l'amener loin dans la souffrance. Les anciens Incas au Pérou m'ont emprisonné et ils ont dit que tu tues nos enfants et maintenant on va te tuer. Et pour sa première, Mike ne fait pas les choses à moitié, puisqu'il projette de descendre l'Amazone à la nage en solitaire. Un périple de 7000 km à travers l'une des forêts les plus dangereuses du monde. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, sa famille est à fond derrière lui. Ma famille me soutient beaucoup pour mes voyages. Je peux pas partir de la maison si ma femme et puis mes enfants sont pas contents. Ça veut dire que la famille doit être d'accord. Et puis quand la famille est d'accord, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Sa femme Cathy est même sa première supportrice et c'est elle qui s'occupe de l'organisation de ses expéditions. Mais le premier problème auquel ils sont confrontés, c'est l'argent. Et oui, car l'équipement nécessaire pour une telle aventure, ça coûte cher. Mais heureusement, certains croient en son projet et sont prêts à l'aider gratuitement. Comme deux de ses potes qui vont lui fabriquer un hydrospeed sur mesure pour le voyage ou un autre qui va lui faire le Uber avion. Un ami qui était pilote me prit sur un avion en Amazonie, tout simplement parce que je n'ai même pas eu de l'argent de payer pour un billet d'avion. Après des mois de préparation, Mike se retrouve donc enfin au pied de la cordillère des Andes. Et ouais, car avant de plonger dans l'Amazone, il doit d'abord se taper un mois de marche dans les montagnes avec tout son matos sur le dos car la source se trouve en altitude. Et si cette marche serait déjà un calvaire pour beaucoup, ce n'est que l'échauffement pour Mike. Car ce n'est qu'une fois dans le fleuve que les choses sérieuses commencent et les ennuis vont arriver bien plus tôt que prévu. 1 litre d'eau pèse 1 kilo. Quand tu as 800 mètres cubes par seconde, tu peux pas te battre comme ça. Heureusement, il s'en sort vivant, mais pas indemne, car en tombant, il s'est brisé le genou contre un rocher. Il est alors perdu au beau milieu d'un canyon et se bricole une attelle de fortune pour stabiliser sa blessure. Mais après 5 jours de repos forcé, il doit se rendre à l'évidence. Continuer l'aventure dans cet état, c'est juste du suicide, même quand on s'appelle Mike Horn. Mais en même temps, il ne peut pas rester ici indéfiniment. Alors il serre les dents et décide d'enfourcher son hydrospeed pour parcourir les 200 km qui séparent d'Atalaya, le prochain village où il compte abandonner. En arrivant à Atalaya, je disais, mais enfant, je suis sauvé. Mais qui me disait, mais t'as nagé 200 km avec un genou pété. Pourquoi pas continuer? Ouais, t'as bien entendu. Ce grand malade décide de continuer l'aventure avec un genou en vrac. Surtout que sa rotule, il se la brise après seulement 1 mois d'une expédition qui est censée en durer 6 ou 7. Ce sont donc des milliers de kilomètres qui lui restent à parcourir. Mais cette douleur, il va vite devoir la mettre de côté. Car si la nature lui a pris un genou, sa prochaine rencontre risque de lui coûter beaucoup plus cher. Et oui, car sur sa route, Mike décide de prendre un énorme risque. Traverser une zone interdite contrôlée par les narcotrafiquants. Alors déjà, le plan est bancal, mais le danger n'est pas là. Car ce qu'il ignorait, c'est que la région était aussi occupée par des indigènes qui les prennent littéralement pour un démon tueur d'enfants. Les anciens Incas au Pérou m'ont emprisonné et ils ont dit que tu tues nos enfants. Et maintenant, on va te tuer. Clairement, c'est la sauce. Mais heureusement, en fouillant dans ses affaires, les indigènes vont déclencher sa balise GPS de sauvetage. En gros, le plan, c'était qu'en cas d'urgence, Mike devait déclencher cette balise pour envoyer un message à Cathy qui se chargerait de prévenir les autorités locales. Et honnêtement, je n'ose même pas imaginer la panique qui a dû la traverser. Surtout que les autorités pourraient simplement refuser de bouger. Bah ouais, je te rappelle quand même qu'il est sur le territoire des narcos. Et que même s'ils acceptent d'intervenir, ça va leur prendre plusieurs heures avant d'arriver sur place. Il doit donc y gagner un maximum de temps et décide de le faire d'une manière originale. Et je faisais comme ça. Et je faisais des mouvements, mais complètement cons, inutiles, qui faisaient peur. Je disais à des gens qui vont venir par des ciels pour sauver ma vie. Et aussi fou que ça puisse paraître, ça marche. Là, je me voyais déjà dans une grande marmite avec les Indiens qui dansent autour de moi comme ça. Et tout d'un coup, j'ai attendu le bruit des hélicos. Les hélicos sont venus survoler les pirogues sur la rivière et tout d'un coup, j'ai vu les Indiens qui ont paniqué. Ils sont disparus
aussi vite qu'ils sont arrivés. Alors ok, les indigènes sont partis. Mais notre bon Mike, il est toujours au beau milieu d'une zone interdite, donc si les militaires le chopent, bah c'est casse-prison et finito pipo l'expédition. Il se hâte donc de regrouper ses affaires, éteint sa balise GPS et taille sa route en légende pour continuer son voyage. Franchement, c'est lunaire. Alors tu t'en doutes, les semaines qui suivent sont particulièrement douloureuses, surtout avec un genou en vrac et des indigènes qui traînent dans les parages. Mais après 7 mois d'aventures intenses, Mike atteint enfin sa destination finale. Et la seule manière que je pouvais dire que je suis dans l'Atlantique et pas dans l'Amazone, c'était en goûtant l'eau. Et quand l'eau est devenue salée, après 6 mois, 7000 km, c'était là où je savais que l'expédition était finie. Il retrouve donc sa femme et ses filles qui ont dû se faire un sang d'encre depuis le coup du signal GPS. Ensemble, ils profitent donc de l'instant, mais Mike, lui, est déjà ailleurs. Et c'était à ce moment-là que j'étais triste, parce que l'expédition était finie. Maintenant, je dois rentrer où tout est connu, où j'ai pas peur, où tout est assuré. Et c'est à ce moment-là où Latitude Zéro était née. Latitude Zéro, un tour du monde en solitaire de 40 000 km en suivant la ligne équatoriale. Le truc ferait presque passer la descente de l'Amazone pour une balade de santé. S'il réussit, Mike réalisera son plus grand rêve et sa carrière passera dans une nouvelle dimension. Mais ce voyage, encore faut-il en revenir, car le projet est ultra dangereux et ça il le sait. Mais il y avait beaucoup de gens qui ont dit que c'était impossible de traverser la jungle sur l'équateur pour rassurer Cathy. Je dis qu'au cas de problème, elle doit avertir les militaires pour venir me chercher. Mais c'était un peu des mots qui partaient dans les vents parce que je savais que c'était pas possible. Pour tenir sa femme au courant, il prend avec lui une balise de communication. Alors il ne peut pas envoyer des SMS, mais il peut au moins lui faire parvenir des signaux codés. Le 1 par exemple, c'est pour tout va bien. Et le 16, ça signifie je vais mourir. Ouais, ça annonce l'ambiance. Mais malgré tous ces risques, sa femme Cathy continue de le soutenir indéfectiblement. C'est même elle qui l'aide à organiser la logistique de cette nouvelle épopée. Après 2 années de préparation, toute la famille se rend au Gabon, le point de départ et d'arrivée de son tour du monde. Alors il s'enlace en se disant une dernière fois je t'aime avant que Mike ne parte pour le périple le plus difficile de toute sa vie. Et à peine a-t-il levé l'ancre que les ennuis commencent déjà. Eh oui, car il n'a quasiment aucune expérience en pratique de la voile. En plus de ça, son trimaran est prévu pour de la navigation côtière et est donc très difficile à contrôler en haute mer. Les premiers 4 jours, j'ai pas dormi parce que j'étais pas trop sûr de moi. En approchant les îles de Saint-Thomé, j'ai décidé de dormir 2 heures. Les vagues m'ont mené vers les falaises. J'ai fait un demi-tour avec mon bateau. Je m'ai éloigné des falaises. Et puis là, pour les premières fois, j'ai compris que l'expédition pouvait terminer aussi vite qu'il a commencé. Alors c'était très chaud mais plus de peur que de mal, car au final il parvient à railler le Brésil après 19 jours d'une traversée intense. C'est donc le début d'un long périple à travers des terres qu'il connaît particulièrement bien. Grâce à sa connaissance du territoire, Mike progresse à un bon rythme en alternant les phases de marche et de pirogue. Enfin, jusqu'à ce qu'il commence à ressentir une sorte de vertige, que sa vision ne se trouble et qu'il se rende compte qu'il était en train de vivre le cauchemar de tout explorateur. J'ai eu un problème vraiment de voir clairement. J'ai commencé de s'effondrer. Je ne savais pas ce qui se passait. Je regarde et je vois, boum, il y a une morsure. Tout de suite, je coupais, ça saignait complètement. À partir de là, c'est une véritable course contre la montre, car s'il ne fait rien, le poison risque de se propager jusqu'à atteindre son cœur et provoquer un arrêt cardiaque. Clairement, la situation est critique et Mike le sait. Ça pourrissait et tout ça, il y avait des infections. J'ai eu une balise Argos que je pouvais envoyer un message. J'ai mis numéro 16 en disant que je pense que je vais mourir. C'est alors le début d'une longue lutte psychologique contre l'infection. Et quand on est mordu par un serpent, la morsure, on doit mettre plus bas que notre corps. C'est là où il faut surtout pas s'endormir. C'est là où tu dois psychologiquement se battre. C'est toi qui fais la différence entre la vie et la mort. Mais heureusement, de la force mentale, ça, il en a à revendre. Pendant 3 jours, mon corps a battu contre cette morsure. Et c'était seulement après les 4e jours quand j'ai commencé de voir au nouveau quelque chose. Et les 5e jours, je sentais que je peux continuer. Et là, je regarde les messages numéro 16. J'ai pensé que j'ai enclenché le message, mais en fait, j'ai jamais enclenché le message. J'ai tombé de la pomme avant. Et puis, j'ai remis mon message sur tout va bien. Mais pendant 5 jours, maman, elle pensait, elle a eu plus de nouvelles de moi.
Pouf, eh bah, ça doit pas être facile tous les jours d'être la femme de Mike Horn. Mais heureusement, Cathy va pouvoir s'assurer elle-même que son mari va bien, puisqu'elle lui rend une petite visite à son arrivée sur la côte pacifique. Et s'il semble aussi heureux, c'est peut-être aussi parce que l'Amazonie se présentait comme la partie la plus difficile du voyage. S'ensuit une traversée de l'océan Pacifique, de l'Indonésie et de l'océan Indien qui amène Mike à accoster sur le continent africain. Et là, clairement, après tout ce qu'il a vécu, il pourrait se dire que le plus dur est derrière lui. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai découvert cette partie de son histoire. Mais ce qui ne devait être qu'une simple formalité va se transformer en un véritable calvaire. Tout d'un coup, 5 militaires qui cassent la porte, qui rentrent où j'ai dormi. Le type vient avec l'AK. Il a dit, toi tu es un espion. Je dis, j'espère que tu sais tirer. Hein, parce que si tu me loupes, c'est toi qui es mort. Et puis, je l'ai approché. Et là, il criait, approchez-moi pas, approchez-moi pas. Je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Tire maintenant qu'on a. Je te mentais pas quand je te disais que sa vie c'était un film d'action. Mais malheureusement pour Mike, on n'est pas à Hollywood. Et ce comportement ne va pas plaire du tout aux soldats. Après, ils disent, ok, d'accord. Demain matin à 4h, on part. Et puis, on va te faire assassiner à Banalia. À ce moment-là, Mike voit sa dernière heure arriver. Et comme prévu, le lendemain, il fait un véritable chemin de croix en marchant 83 km jusqu'à Banalia, le lieu de son exécution. Quand j'arrivais à Banalia, les types, ils savaient tout sur moi. Il a dit, ah d'accord, vous êtes cet homme qui essaie de faire la tour de la Terre. Et puis je dis, ouais, c'est moi. Par miracle, les officiers de Banalia ont entendu parler de son projet et comprennent tout simplement que c'est pas un espion. Il est alors relâché et après cette dernière grosse frayeur, parvient à rallier le Gabon pour boucler en 18 mois son tout premier tour du monde. J'ai vu tout, j'ai vu les gens mourir, j'ai vu les calmes, j'ai eu des tempêtes, j'ai eu la neige, j'ai eu le désert, j'ai rigolé, je pleure et j'ai tout fait. Je dis toujours l'impossible n'existe pas vraiment, mais sans les autres, c'est impossible. Une expédition hors norme qui propulse Mike au rang d'explorateur le plus connu de la planète. Mais au-delà de la reconnaissance énorme que c'est, cette notoriété, elle lui permet surtout de trouver des sponsors bien plus facilement. Et oui, car il ne compte pas s'arrêter là, bien au contraire. Dès 2002, soit seulement un an après Latitude Zéro, il se lance dans une nouvelle aventure encore plus folle. Arctos, un tour complet du cercle polaire arctique, 20 000 km qu'il parcourt à la voile, en kayak, en ski-kite ou bien à pied en traînant son énorme traîneau d'équipement. Et si la forêt amazonienne regorgeait de dangers, le cercle polaire n'a rien à lui envier, car entre les icebergs, les températures glaciales pouvant atteindre les -50, les crevasses et les ours polaires, il y a de quoi être inquiet. J'ai joué cache-cache avec les ours une fois, il a passé devant moi, 20 mètres devant moi, heureusement il m'a pas vu et puis il a continué tout droit vers l'ouest. Franchement, des fois je me demande comment il fait pour être encore vivant. Mais au bout de l'effort, il boucle ce périple en 808 jours, soit un peu plus de 2 ans d'expédition. Et même si des années plus tard, son passé militaire le privera de l'équivalent de la Légion d'honneur, il s'épanouit en enchaînant plein d'autres projets, comme une traversée de l'Arctique de nuit, de l'alpinisme et même un autre tour du monde avec son nouveau voilier, Pangaea. Et si on aurait pu penser qu'avec toutes ses aventures et sa notoriété grandissante, Mike avait une vie parfaitement heureuse, c'est plus compliqué que ça, car ses projets impliquent aussi énormément de sacrifices. Le plus gros étant sûrement le fait de ne pas voir ses filles grandir. Bah ouais, car quand tu pars pour 2 ans d'expédition, ça fait long. Alors quand en 2015, l'une des 3 femmes de sa vie nous quitte suite à un cancer, c'est tout son monde qui s'écroule. Tout d'un coup, quand je voyais qu'elle était près de sa mort, je disais, mais Cathy, je peux pas vivre sans toi. T'as fait tout pour moi de ma vie. Je préfère de mourir avec toi. Et là, elles disent, mais quelque chose d'incroyable. Elles disent, mais Mike, tu dois pas mourir avec moi, mais tu peux vivre pour moi. Au final, j'ai l'impression que sa femme, Cathy, est partie comme elle a vécu, c'est-à-dire en poussant Mike à vivre de sa passion. Mais si elle ne lui en a jamais voulu, on pourrait légitimement se demander ce qu'en ont pensé ses filles, car grandir avec un père absent, c'est une épreuve particulièrement dure, surtout quand on perd aussi sa mère. Mes filles sont vraiment incroyables. Quand j'ai resté à la maison, c'est là où mes filles se sont dit, mais papa, c'est pas normal. T'as jamais été à la maison. Pourquoi tout d'un coup, tu veux rester à la maison? Et je dis, mais parce que j'ai peur de mourir et de vous laisser toute seule. Ils disent, mais t'as jamais été comme ça. Pourquoi tout d'un coup, maintenant, tu changes? Et là, ils me donnent la liberté de pouvoir partir. Et aujourd'hui, ils gèrent à 100% tout ce que je fais. Annika et Jessica semblent donc être les dignes filles de leur mère. Des femmes fortes qui veillent sur Mike pour éviter qu'il ne fasse de trop grosses folies.
Aujourd'hui, elle l'accompagne dans tous ses projets, dont le dernier en date, What's Left. Une aventure de 4 ans visant à redécouvrir les lieux emblématiques de ses expéditions pour constater les dégâts du changement climatique et sensibiliser le public. Alors tu t'en doutes, Mike a fait tellement de choses dans sa vie qu'il me faudrait bien plus d'une vidéo pour tout raconter. Mais heureusement, tous ses récits d'aventure sont dispo directement sur sa chaîne ou dans ses livres. Donc si t'en veux plus, bah tu sais où aller juste après cette vidéo. Et même si on ne va pas tous se mettre à escalader des glaciers, je pense que de ces aventures, on a tous une leçon à tirer. Comme le fait qu'il vaut mieux tenter, quitte à tomber pour mieux se relever plutôt que de vivre sous le poids des regrets. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, j'en ai une autre qui va certainement t'intéresser, celle sur un grand malade qui a gravi 2 fois de suite l'Everest sans oxygène, Kilian Jornet. Mais avant, si t'as aimé celle-ci, bah tu serais une crème de mettre un petit pouce bleu et de venir échanger en commentaire, ça ferait vraiment plaisir et ça aide de fou la chaîne. Et si tu veux pas louper la prochaine vidéo qui sera sur un sujet un peu différent mais tout aussi passionnant, tu peux t'abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Allez, je te dis à bientôt et prends soin de toi. La bise. On pense qu'on est fatigué et puis on ne peut plus. C'est là où on commence. C'est pas la fin. C'est là où on commence.